Russie, directrice de recherche au CNRS. Elle est rattachée au centre Roland Mousnier de Sorbonne Université. Elle a également été professeure invitée à l'Institut d'histoire d'Europe de l'Est de l'Université de Vienne, vice-rectrice de l'Université fédérale de l'Oural. C'est extrêmement impressionnant comme titre. Résidente chercheuse à l'École française de Rome, membre du conseil de coordination du dialogue de Trianon et membre correspondante élue de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Elle a publié de nombreux ouvrages consacrés à Pierre le Grand, Catherine II ou Élisabeth de Russie. Elle a reçu pour cela d'ailleurs le prix Auguste Gérard. Madame, je vous cède avec impatience la parole pour cette perspective historique sur l'Arctique russe. Je vous remercie infiniment de cette invitation. Alors, je vais rester dans mes spécialités, évidemment, je vais rester en Russie et dans les rapports de la Russie avec l'Arctique. Comme vous le savez, le 17 mai 2021, juste avant le Conseil de l'Arctique, Vladimir Poutine a déclaré que la mer Arctique était en quelque sorte sa chasse gardée, la chasse gardée de la Russie. Comme souvent, Vladimir Poutine se situe en fait dans une logique historique. Car figurez-vous que bien avant lui, un autre habitant du Kremlin, le tsar Mikhail Fyodorovitch, avait interdit en 1617, donc il y a plusieurs siècles, aux marins britanniques qui débarquaient dans l'embouchure de l'Advina, donc dans la mer Blanche, d'essayer de continuer leur route vers l'Est. Il ne fallait surtout pas aller vers l'Est à cette date-là, en ce tout début du XVIIe siècle. Au fait, les Anglais avaient découvert la voie commerciale du Nord en 1555. Ils contournaient la Scandinavie pour continuer la navigation sur la Dvina pour aller avec leurs marchandises, voire récupérer des marchandises à Moscou, où ils avaient d'ailleurs un comptoir. C'était la seule nation qui possédait un comptoir officiel et agréé par le Kremlin à cette date-là. La fondation de la ville d'Arkhangelsk en 1584 se situe dans cette même logique commerciale. Toujours faut-il souligner que les Anglais exportaient avant tout des matières premières, du bois, du chanvre, de la colle de poisson, du miel, mais aussi des cordages, des mâts et bien aussi des fourrures. Il faut ainsi souligner qu'il s'agit avant tout de matériaux qui servaient à la construction navale, alors que la Russie elle-même ne possédait d'aucune marine. Donc la Russie n'avait pas un bateau qui était dans le port d'Arkhangelsk, voire dans l'embouchure de la Dvina. Revenons-en donc à l'effectif arctique sur laquelle je vais m'arrêter maintenant. Bon, le sujet est immense, comme vous le savez. Je vais donc essayer d'illustrer mes propos par deux régions, la Tchoukotka, donc à l'extrême est, nord-est de la mer de Bering, et la Iakoussie, qui présente un certain nombre d'éléments historiques très importants. Les premières traces de vie humaine remontent à environ 10 000 ans avant Christ, donc c'est quand même assez ancien. Mais une présence humaine constante, c'est-à-dire avec des traces d'emplacement de yourtes ou de tentes, remonte uniquement au deuxième millénaire avant Christ. Il s'agissait avant tout de chasseurs de morses qui occupaient l'espace situé entre la Tchoukotka, la voie de Bering jusqu'au Groenland. Cette région fut petit à petit peuplée par de petits groupes de chasseurs, de pêcheurs, qui creusaient par exemple des trous dans la glace pour pouvoir en extraire le poisson. Des fouilles ont permis de découvrir des objets en ivoire finement sculptés, donc on a une certaine culture déjà de ces autochtones, datant d'ailleurs du 5e siècle, mais il n'y a aucune trace d'une culture écrite. Donc on n'a pas trouvé le moindre manuscrit, parchemin ou élément où on retrouverait de l'écriture. Ces paléo-sibériens parlaient une langue proche de celle des Tchouks, c'est pour ça aussi que je me suis concentrée sur eux, il s'agissait avant tout de populations nomades. Donc ils se déplaçaient, c'était des éleveurs de rennes ou de chiens à traîneau, et ils se déplaçaient en fonction du climat pour offrir des pâturages à leurs bêtes. Quand les Russes sont arrivés dans ces régions, donc les premières traces datent déjà du XVe siècle, mais c'est surtout au XVIe siècle qu'on les voit vraiment présents dans cette région. Elles sont loin d'être dépeuplées. Donc il y a une population autochtone qui est là et qui est relativement dense. La conquête de la partie la plus septentrionale de la Sibérie
commence, toujours est-il, au milieu du XVIIe siècle seulement. Selon une technique déjà éprouvée sur le reste du territoire, les Russes se mêlaient des rivalités entre tribus, les incitaient à se faire la guerre jusqu'à l'épuisement le plus total pour s'installer sur leur territoire. Ils prenaient des chefs de tribus en otage pour casser toute résistance. Les hommes étaient tués, femmes et enfants réduits à l'esclavage. Ces populations ne disposaient pas d'armes nécessaires pour se défendre et n'étaient pas assez nombreuses aussi, ou trop dispersées, pour pouvoir résister aux Russes. Les Russes atteignirent non sans peine, toujours au début du XVIIe siècle, la presqu'île de Tchoukotka et la Kamtchatka, où ils découvrirent à leur tour la graisse des mammifères marins, les peaux, notamment des phoques, et un matériel particulièrement précieux, l'ivoire. On a un des premiers trônes des Romanov sera entièrement fabriqué en ivoire. La première expédition connue eut lieu en 1648. 90 Cosaques, conduits par un dénommé Simeon Diezhnev, percepteur d'impôts de son État, atteignirent le cap qui porte aujourd'hui son nom, la pointe du nord-est de l'Asie, donc le cap Diezhnev. Sur le plan administratif, Diezhnev était censé faire la collection du yazak, c'est un mot dérivé du turc, d'impôts et de 10% dû sur les fourrures de zibeline. Donc c'est la fourrure qui fournissait un impôt très important à la Russie. L'impôt sur les fourrures faisait jusqu'à 20% des entrées fiscales entre 1620 et 1690, c'est-à-dire 5,25 millions de roubles qui coulaient dans les caisses de l'État russe, dont 2,4 millions uniquement de Yakoutie. Donc on voit à peu près la richesse qu'on tirait dès le XVIIe siècle de ces régions. L'impôt sur le rendement des commerçants s'élevait à 6,1 millions de roubles. Ces entrepreneurs récupéraient, toujours est-il, une partie de l'argent pour fournir des accessoires, des vêtements et des armes aux chasseurs. Donc on a une certaine logique à cette date-là, qui est qu'on prend certes de l'impôt, mais qu'on rend de l'argent à ces populations indigènes pour qu'elles puissent faire leur travail lucratif pour la Russie, évidemment. Mais revenons à Diaghilev. Il met donc pied sur terre au début du mois d'octobre 1648, au sud de l'Anadyr, et est, sans en être conscient, le premier témoin d'une question géographique qui faisait déjà couler beaucoup d'encre depuis le XVIe siècle. L'Asie et l'Amérique étaient-elles des territoires contigus ou étaient-elles séparées par une voie d'eau? Déjà chez Otero, par exemple, au XVIe siècle, pardon, on trouve donc déjà cette réflexion. Diaghilev erra pendant 2 ans dans cette région peu accueillante. Il ne lui restait de ces 90 Cosaques que 11 hommes qui avaient survécu au climat, ou peut-être aussi à certaines maladies, quand il découvre enfin ce qu'il avait tant cherché, une colonie de morses qu'il fit aussitôt massacrer. Donc l'appât de l'ivoire était extrêmement fort. Sa trouvaille est aussitôt contestée par des Cosaques rivaux et il se voit obligé d'écrire une lettre au tsar Alexei, donc le fils de Michel, le priant de pouvoir quitter son poste de percepteur à Anadyr pour regagner Moscou, c'est-à-dire pour vendre tout ce qu'il avait collecté pendant sa présence dans l'Arctique. Il doit attendre 5 ans pour être enfin remplacé. Il arrive à Yakoutsk au printemps de 1662, donc il y a 14 ans qui s'écoulent quand même, c'est beaucoup, chargé de trésors, et il écrit encore une lettre au tsar pour toucher sa solde des dernières 2 décennies. Donc Diaghilev est-elle dans l'extrême nord pendant 20 ans sans toucher un rouble. Il y joint, et ça c'est fondamental pour l'histoire de l'Arctique, une description de son voyage et de ses découvertes, qui allait être d'ailleurs fondamentale pour la recherche. Il arrive en septembre 1664 à Moscou, où il peut vendre son ivoire à ce qui est nouvellement créé, un bureau de Sibérie, le Sibirski Prikaz. Après plusieurs nouveaux voyages en Sibérie, il est nommé commandant des transports de fourrure auprès de la caisse de l'État. On voit donc l'importance que prend cette Sibérie et aussi ce grand nord sibérien dans la politique des Russes dès le milieu du XVIIe siècle. Le récit de Diaghilev inspire le bourgmestre d'Amsterdam, Nicolas Witsen,
pour sa description de la Tartarie du Nord-Est, publiée en 1692. Herbert von Strahlenberg et Messerschmitt suivent avec leur description Das Nord- und östliche Teil von Europa und Asia de 1730 pour décrire ces régions, mais toujours à partir du texte de Dejnev. Donc eux-mêmes n'y ont pas mis les pieds. Toujours est-il, le manuscrit de Dejnev n'est que publié en 1965. Il prouve qu'il avait contourné par voie de mer la presqu'île de la Tchoukotka et qu'il avait bien avant Bering passé entre l'Asie et l'Amérique sans se rendre compte de son exploit. C'est-à-dire, il décrit, mais il n'en fait pas de déduction scientifique. C'est Pierre le Grand, dont la curiosité scientifique ne connaissait pas de mesure, s'intéresse à ce sujet. Sur l'instigation de Fyodor Saltykov, qui est une sorte d'espion très actif à Londres, Pierre ordonne en 1710 une expédition pour explorer la côte allant de la Dwina jusqu'au Pacifique, donc carrément tout le pourtour de l'Arctique. Une deuxième expédition a lieu en 1716 afin d'avoir plus d'informations sur les voies navigables entre Yakoutsk et Okhotsk et aussi une étude sur les populations locales. Influencé par Leibniz, qu'il a côtoyé, et Nicolas de Lille, dont il avait admiré les cartes lors de son séjour à Paris, il ordonne une nouvelle expédition en 1719 pour trouver une voie terrestre entre l'Asie et l'Amérique. Il était aussi animé par des intérêts commerciaux, imaginant pouvoir atteindre l'Inde en passant par le nord. Évidemment, personne ne prenait Pierre le Grand au sérieux, avec une idée telle, et pourtant. Peu avant sa mort, en janvier 25, il ordonne une nouvelle expédition vers le Kamtchatka et il la confie à Vitus Bering. Le plan était le suivant: Bering devait construire des bateaux sur le Kamtchatka et longer la côte vers le nord pour voir si l'Amérique était rattachée à l'Asie et cartographier l'ensemble. Nous avons donc une première cartographie plus ou moins fiable de la région avec les moyens que nous imaginons bien sûr. Donc nous avons donc un cadre de réforme qui touche aussi cette région du Haut-Nord. Et Pierre va créer un gouvernement de Sibérie, le Sibirski Prikaz, allant de l'Oural jusqu'au Pacifique, avec un siège principal à Tobolsk. Le premier gouverneur, Matvei Gagarin, sera condamné à mort après 10 années d'exercice pour cause de corruption. Il dérobait tout simplement des fourrures, voire l'argent qui avait été avancé par des marchands. La tâche principale, donc, résidait dans la collecte des impôts sur ces fourrures. En 1736, Anna Johanovna, la nièce de Pierre le Grand, instaure la fonction de vice-gouverneur pour la Sibérie orientale à Irkoutsk. Et c'est enfin Catherine la Grande qui abolit le Sibirski Prikaz pour intégrer la Sibérie dans son ensemble, cette immense région donc, dans les différents collèges et les soumettre à la logique administrative russe. Sous Catherine II, l'intérêt géographique se déplace en quelque sorte vers l'anthropologie. Elle ordonne plusieurs enquêtes sur les populations autochtones, la linguistique aussi, notamment grâce à Müller, et la botanique, avec évidemment Pallas. Mais l'impératrice nourrissait d'autres ambitions. Elle ordonne de nouvelles expéditions dans le Grand Nord, notamment la colonisation de la Sibérie. Donc, c'est elle qui commence à réellement essayer de peupler ces régions par des Russes de manière à pouvoir mieux les contrôler. Cette colonisation n'allait pas de soi, car jusqu'au XXe siècle, il se posait le problème du ravitaillement. Comment nourrir ces populations alors que les nomades se déplaçaient, et souvent se déplaçaient parce qu'ils se sentaient menacés par ces populations européennes qui arrivaient chez eux. Le gouvernement et les autorités locales fermèrent les yeux sur la provenance des colons. Il s'agissait souvent de criminels, de serfs fuyards, de déserteurs, de dissidents religieux ou politiques, mais aussi de femmes de mauvaise mœurs. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle déjà, il dépasse bientôt en nombre la population indigène, du moins en Sibérie occidentale. Dans le nord-est, seuls les percepteurs et des commerçants courageux osèrent s'y rendre. Ils pouvaient néanmoins compter sur des rendements juteux par les impôts.
Il y avait aussi une autre sanction, c'était l'exil sur les bords de l'Arctique. Elle comptait parmi les punitions ou les sanctions les plus sévères qu'un condamné puisse subir. Donc on utilise, à côté de l'archipel des Solovki rendu célèbre par Solzhenitsyn, les bords de l'Arctique aussi comme lieu de punition, comme lieu de sanction, avec évidemment une très maigre chance de survie. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et à plus forte raison au XVIIIe siècle, la Sibérie et son Grand Nord sont colonisés par des prisonniers de guerre. Ils étaient obligés de servir dans l'armée avec les Cosaques et les mousquetaires et défendre le territoire, notamment contre les Asiatiques. Ils étaient libres de leurs mouvements et pouvaient s'installer et même faire venir leur famille. Nombre d'entre eux s'adonnèrent à la science et fournirent des informations sur l'anthropologie, la faune et aussi la flore, comme c'était le cas de Strahlenberg, qui était un prisonnier de guerre suédois. Dans le cadre de ces, pardonnez-moi, après les guerres napoléoniennes, je fais un petit saut chronologique, l'exploration du Grand Nord continua malgré la réduction des moyens financiers dus à la suite des guerres napoléoniennes. Ivan Ivanovitch Traversay, de son vrai nom Jean-Baptiste Prévost de Sansac, marquis de Traversay, un émigré français, était entré au service de la marine russe. Promu amiral, il fut ministre de la marine impériale de Russie de 1815 à 1828, donc une carrière absolument exemplaire. Il ordonna 2 expéditions en Arctique, l'une dirigée par Otto von Kotzebue en 1815, l'autre peu après, partie du Kamtchatka pour arriver à l'archipel havaïen. Donc là, on a une énorme boucle qui se fait par ces explorateurs. Peu après, la deuxième expédition dans le Grand Nord, dirigée par Ferdinand von Wrangel, par le détroit de Bering pour explorer les côtes arctiques de l'Alaska et de la Russie. Une avancée considérable est atteinte par le commerçant Mikhail Sidorov, qui s'adresse en 1859 au ministère de la Marine avec un mémoire intitulé de la possibilité de construire une voie maritime reliant l'Europe à la Sibérie occidentale et orientale par l'embouchure des fleuves Ob et Yenisseï. Cela signifiait trouver une voie de la mer de Barents jusqu'aux estuaires des 2 grands fleuves pour continuer jusqu'au Yakoutsk. Après plusieurs refus de son gouvernement, il sut séduire le navigateur britannique Joseph Wiggins et l'explorateur scientifique Adolf Erik Nordenskjöld pour réaliser son rêve, ses expéditions, mais elles auront lieu qu'en 1874 et 1894, donc un délai extrêmement long. Entre-temps, des navigateurs auraient atteint l'archipel inconnu un archipel inconnu, en 1865, mais nous n'en avons pas plus d'informations. C'est simplement qu'un archipel a été repéré à cette date-là. 10 ans plus tard, une expédition autrichienne conduite par Julius von Payer et Karl Weibrecht part par la mer de Barents et tombe sur ce même archipel qu'ils vont appeler Terre François-Joseph, selon le nom de l'empereur d'Autriche. L'archipel reste terrain neutre et sera annexé en 1926 seulement par l'URSS au détriment de la Norvège. Les îles sont déclarées une zone de sécurité nationale par les soviétiques en 1930. La Fédération russe maintient sa position et y crée une base militaire appelée Trèfle arctique, munie d'une défense côtière, d'un aérodrome et dotée de la présence permanente de 150 militaires. Mais là, je me suis trop avancée dans la chronologie, je retourne à l'histoire. Revenons donc aux expéditions différentes qui, dans un premier temps, partent aussi un assaut périlleux de la mer de Kara. Face aux adversités de la nature, un dénommé Sidorov préfère prendre la route par le Yenisseï pour y aboutir à la mer de Kara et continuer vers Pétersbourg pour y acheminer fourrure et poissons. Toujours aussi zélé, Sidorov prônera l'artisanat local et vante déjà les gisements de pétrole lors des expositions universelles à Londres, à Paris, puis à Vienne, sans, toujours est-il, pouvoir faire reconnaître par les autorités de sa patrie, ni par les sociétés savantes, ses découvertes et ses
disons, sa publicité pour ces gisements. Pionnier de l'ouverture de la Sibérie vers le monde grâce à l'Arctique, il sombre pourtant assez vite dans l'oubli. Les marchands de Sibérie, conscients des dangers qu'encourent les transferts des marchandises par voie de terre, ne sont pas restés insensibles au message de Sidorov et cherchent de nouvelles voies pour franchir la barrière de glace de l'Arctique pour gagner le Pacifique par la voie septentrionale. Ce ne furent pas les Russes, mais les Suédois, avec toujours Nordenskjöld, soutenu par le roi Oscar II, qui se ferait un passage du cap Tchelyushkin pour arriver au cap Dejnev, dont on a déjà parlé, qui permettait la sortie vers le Pacifique. L'exploit de Nordenskjöld ne manquait pas de faire des ennemis, notamment le vice-amiral Stepan Makarov, qui partit lui aussi avec un brise-glace dénommé Yermak, pour aller vers le Grand Nord, soutenu sans réserve par ailleurs par le chimiste Dmitri Mendeleïev. La mort tragique de Makarov au début de la guerre russo-japonaise fait éclater la vérité au grand jour. La Russie, à cette date-là, c'est-à-dire au début du XXe siècle, ne disposait pas de flotte compétitive en dehors de la mer Baltique. Donc, ils n'étaient pas vraiment capables de naviguer sur ces mers de l'extrême nord. Les expéditions qui se succèdent seront tous des échecs et ce ne sera qu'en 1913 que le dernier archipel de l'Arctique, la Novaya Zemlya, la Nouvelle Terre, sera découvert. Elle est située entre la mer de Barents et la mer de Kara. Mais l'infrastructure, une fois de plus, ne suit pas. L'océan Arctique restera le talon d'Achille de la Russie. Dès 1915, et je vais en arriver au XXe siècle, des navires de guerre allemands y font des manœuvres menaçant et verrouillent la partie occidentale de l'Arctique, alors que les Japonais se trouvent du côté oriental. La création de la base militaire, tant prônée par Sergueïevitch, le ministre du dernier tsar, la fondation de la ville de Mourmansk en 1916 viennent trop tard pour protéger la Russie de ses propres démons. La politique coloniale russe n'avait de loin pas homogénéisé les bords de l'Arctique. En Iakoutie, le nombre de colons s'élevait à 10% de la population et était très mal vu par les indigènes et avait toutes les peines à s'imposer dans l'administration locale. Il s'y ajoutait la pénurie de routes ralliant les rives à la capitale Yakoutsk. Cette capitale fut dans un premier temps très réservée envers les remous révolutionnaires qui avaient lieu à Pétrograd. Il préférait une coalition politique locale entre les socio-révolutionnaires et des fédéralistes yakoutes. Donc, on a en quelque sorte les mencheviks avec des politiques locaux qui se concertent pour gérer la région. Il résiste jusqu'en été 1918 à la pression de Pétrograd et se déclare même indépendant. Nous avons donc une première fois qu'une région proche de l'Arctique se déclare indépendante par rapport au pays mère, qui est, quoi qu'il en soit, la Russie. Même la présence de troupes rouges ne les dissuade pas. Même après la victoire des bolcheviks, ceux-ci eurent à combattre une résistance violente de nationalistes yakoutes soutenus par le Japon, avide de créer un État indépendant en Sibérie de l'Est. Nous avons des influences venant de l'Allemagne et du Japon qui perturbent en ce début du XXe siècle la quiétude de ces régions. La résistance armée des Yakoutes va durer jusqu'en 1928, donc beaucoup plus longtemps qu'en Russie, et à un point d'ailleurs que Moscou commence à pratiquer sa technique habituelle, c'est-à-dire essayer d'implanter des soviets, des conseils dans la région pour manipuler la population. Pourtant, ce n'était pas compter sur ces populations nomades qui préfèrent abattre leurs bêtes ou se retirer dans les plaines les plus lointaines de leur territoire pour éviter tout simplement ces Russes qui viennent les surprendre. Pourtant, une république autonome soviétique yakoute est proclamée dès 1922. Sa constitution est rédigée en 1926, mais la ratification ne survient qu'en 1936, au moment de la publication de la constitution soviétique. Ces 19 ans depuis la Révolution permettent d'assister à un retour aux sources, notamment aussi à une culture autochtone par le chamanisme. Nous avons, alors que tout élément religieux est persécuté en Russie,
à commencer par l'Église orthodoxe, nous avons un retour à ces cultures autochtones, au paganisme, dans ces régions qui échappent jusqu'à un certain point quand même à cette pression russe. Une des grandes peurs des bolcheviks, je l'ai déjà dit, mais il faut le souligner, même après 1919, c'est bien sûr le Japon. Le Japon qui menace ces régions par des incursions permanentes. Les soviétiques créent ainsi la République de l'Extrême-Orient, une sorte de zone tampon qui compte la Bouriatie, une partie du district de Khabarovsk, la région côtière près de l'Amour, le Kamtchatka, la Tchoukotka et les îles Sakhalines. Donc on fabrique une espèce de république totalement artificielle, bien sûr, les populations n'étant pas du tout les mêmes dans ces différentes régions. Par contre, on en exclut la Yakoutie. La surface faisait 3 fois la France, avec seulement 2 millions d'habitants, toujours prêts à se révolter. Avec la victoire des Rouges définitive et sur tous les fronts, la retraite des troupes japonaises, la République d'Extrême-Orient va perdre sa raison d'être, tout en restant sur le papier toujours existante. Les responsables préconisent alors l'intégration de cette région-là dans la République fédérative soviétique russe. Le comité central du parti crée aussitôt un CIB-bureau, c'est-à-dire un bureau spécialisé pour la Sibérie. Des élections sont organisées dans toute la région avec les techniques habituelles, des éléments dits peu fiables, c'est-à-dire pas des communistes convaincus, étaient exclus des élections. Des tricheries ou falsifications ne se comptaient pas, notamment on faisait, Gogol s'en souviendrait, voter des morts. Donc on a là la technique classique, hélas, de la Russie de maquiller des élections. Évidemment, avec le résultat que la région entre dans la fédération russe et doit subir la planification du marché et l'échange des denrées sans l'utilisation de l'argent. C'est-à-dire la région bascule dans une logique du troc et plus avec l'utilisation du rouble. Les populations de Sibérie subissent des pressions sans pareil pour livrer de la nourriture à l'effective Russie. Si la guerre civile, dans son ensemble, avait fait 12 millions de morts, dont la moitié par des épidémies, le typhus et la fameuse grippe de l'époque, nous ignorons le nombre de victimes dans ces régions-là, par assassinat, par des épidémies aussi, par des persécutions sans raison et sans limite. Donc, nous avons des suites, en tout cas, qui vont se sentir méchamment beaucoup plus tard. Le marché s'effondre dans les années 30-40. La population n'a plus de quoi se nourrir parce qu'elle n'arrive plus à vendre fourrure, graisse et ivoire, étant donné qu'elle ne peut pas récupérer de l'argent pour acheter autre chose. Il n'y a plus d'armes. La poudre et les cartouches viennent à manquer, mais aussi les filets ou les seaux pour la pêche. Donc, c'est une population qui est complètement démunie et qui n'a même plus l'essentiel pour se nourrir. Évidemment, il y a aussi des privations, notamment des privations du sucre et du beurre. Certains éleveurs de rennes préfèrent, toujours selon leur vieille technique, se retirer dans la toundra, par exemple, et continuent à vivre comme leurs ancêtres, c'est-à-dire il y a un retour en arrière où l'arc et la flèche devient le seul moyen de survie, alors qu'ils avaient commencé quand même à pouvoir utiliser un certain nombre d'armes modernes. La région tombe donc à un quart de la production de fourrure par rapport à 1917. Ne parlons pas de 1913, où là, on n'est même pas à la moitié de la production de fourrure. Malgré ces circonstances, une petite élite de Tchouktches et de Yakoutes s'investissent pour faire respecter leurs traditions. Leur combat continue bien au-delà de la guerre civile et les débuts de Staline. Je vais peut-être faire un petit saut en avant dans la chronologie. Après la guerre, les soviétiques continuent à se heurter à ces résistances locales. Il faut cependant reconnaître certains acquis, comme pour le reste du territoire, les soviétiques ont su imposer une médecine relativement performante, notamment avec le vaccin, et une formation scolaire, toujours est-il, au détriment des langues locales, les manuels étant diffusés en russe et en cyrillique.
ce qui précipite évidemment encore le crépuscule culturel des minorités. Il est vrai aussi que ces populations devaient, d'autre part, servir de modèle. Les théoriciens de la politique des nationalités voyaient en ces populations arctiques un modèle car il présentait des conditions idéales pour passer immédiatement au socialisme sans faire le détour par le féodalisme et le capitalisme qui avaient été tant préconisés par Marx. Donc, on voit dans ces populations un idéal de personnes, certes attardées, arriérées, mais qui peuvent franchir le pas directement vers l'adoption sans réserve du communisme. Et ils devaient donc d'autant plus facilement s'intégrer dans l'économie planifiée, ce qui n'était évidemment pas compté sur ces populations. Un autre élément qui est aussi essentiel, c'est, et on a fait moins de recherches là-dessus, c'est l'implantation de camps de concentration et l'utilisation de la population locale comme prisonniers politiques pour faire les grands travaux staliniens. Déjà, Lénine avait réalisé qu'il serait intéressant de faire un train transarctique longeant les côtes du nord sibériennes. Staline reprend lui aussi ce vieux projet de l'époque tsarienne et il imagine une voie ferroviaire traversant la toundra polaire allant de Mourmansk jusqu'à Yenisseï dans un premier temps. Une ligne devait partir vers l'Amour, l'autre vers le détroit de Bering. Donc on voit une ramification des chemins de fer très importante dans le nord. Ce qu'on appelle le BAM, donc Baïkal-Amour magistral, dans le sud de la Sibérie, verra le jour cependant seulement 50 ans plus tard et il sera essentiellement construit donc par des prisonniers, par des soi-disant criminels qui n'étaient rien d'autre que des autochtones qui s'étaient révoltés contre cette emprise de leur pays. Il faut donc attendre les années 1980 et l'avènement de Gorbatchev euh, euh, pour pouvoir calculer à peu près le nombre d'indigènes rebelles au plan quinquennaux et leurs suites qui ont été condamnés à participer au projet pharaonique du petit père des peuples. Et on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui combien de victimes il y a réellement dans cette région du monde. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour le XXe siècle? Oui? D'accord. Alors, parce que je voudrais m'arrêter à une personnalité très importante qui est Otto Schmidt, que par son nom d'origine allemande, mais qui s'était montré d'une fidélité apparente à l'idéologie marxiste. Il est promu à la direction de la politique arctique soviétique avec pour objectif de conquérir la totalité de l'Arctique pour le compte de l'URSS. Donc on est là de nouveau dans un gigantisme absolu, c'est-à-dire il fallait vraiment que l'Arctique soit dans sa totalité contrôlé par la Russie. Chargé d'approfondir les connaissances topographiques, géologiques et océanographiques, de cartographier et d'inventorier les données, Schmidt ne devait pas oublier de marquer la présence soviétique, notamment sur l'archipel François-Joseph, convoité par les Norvégiens et qui allait être confisqué par les Russes. Sur la demande de Schmidt, une série de ports, d'entrepôts de stock de combustible, des routes avec des relais doivent être construites pour créer une flotte polaire compétitive, car la concurrence, comme nous l'avons déjà dit, guettait. Sur son instigation, Staline créa la Direction générale de la route maritime du Nord, le Glavsevmorputz. L'objectif majeur se résume à la création d'une route maritime du Nord. Le navire Chelyuskin partit de Leningrad, contournant la Norvège pour aller de Mourmansk au détroit de Bering en longeant la côte de juillet 1933 à avril 1934. Malgré son naufrage et le sauvetage des marins par l'aviation soviétique, le retour triomphal à Moscou forme disons, la une de la presse et de la propagande soviétique. Aller dans l'Arctique, peu de temps avant la conquête de l'espace, relève du même exploit. C'est vraiment quelque chose qui est mis en avant pour montrer la performance scientifique des Soviétiques. Elle devient donc le symbole de l'héroïsme soviétique avant même cette conquête de l'espace que je viens de nommer. Là, en cette période donc des années 30-40, l'augmentation de la pêche et de l'industrialisation fait aussi partie de l'exploitation des Soviétiques.
Staline fait créer un institut du Nord ou institut arctique dans le palais Sheremetyev à Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad, toujours sous la tutelle d'Otto Schmidt. Le Glav Sievmor-Putsch devient un État dans l'État avec son propre drapeau, son journal, la Sovietskaya Arktika. 200 000 employés s'occupent de pêche, de construction navale, de culture autochtone, de propagande, des stations polaires et j'en passe. Le tout est organisé à travers 3 chefs-lieux qui furent aussi des relais, Yakoutsk, Solokhard et Igarka, donc sur le Yenisseï. Il avait son système de surveillance avec une terreur comparable avec ce qui se passait dans le reste du pays. Menaces d'incarcération, arrestation, sans même donner des causes du crime de la personne en question, etc. L'objectif de ce projet mégalomane était de rendre le Nord autosuffisant. La science pardon, dut être mise au service de la production et se dépasser. Donc les plans quinquennaux qui sont alors en vigueur utilisent la science pour encore accélérer l'exploitation de ces régions. Plus on découvre de gisements, mieux cela vaut. Partout, le plan quinquennal avait son dernier mot au détriment des réalités, surtout des autochtones. Mais Schmitt propose l'installation d'une station polaire au pôle Nord afin d'y étudier l'environnement, les fonds marins, l'atmosphère, l'eau, le magnétisme terrestre, la dérive est cependant plus rapide que prévu et 2 navires parviennent in extremis à sauver l'équipe de la station polaire soviétique qui aboutit et qui arrivera en mars 1938 à Leningrad. Une mauvaise nouvelle les attend. Le petit père des peuples juge le résultat de Glav Sievmor-Putsch insuffisant, même hostile à la publicité soviétique, et il accuse aussitôt son manque d'organisation et surtout son antisoviétisme. Donc ce qu'il a créé lui-même quelques années plus tard est interprété comme une entreprise antisoviétique uniquement parce qu'ils ont été victimes d'intempéries. La majorité des collaborateurs de Schmitt sont arrêtés et jugés. Donc on est aussi dans la période des grands procès, donc personne n'est épargné, sauf Schmitt. L'hiver 1937-38, alors que la route maritime du Nord est bloquée par les intempéries, 28 navires soviétiques, dont 8 brise-glaces, sont coincés par les glaces sans que l'aviation polaire puisse intervenir. Ils sont sauvés de justesse, mais arrivant à Leningrad, un sort plus cruel les attend. Ils sont immédiatement envoyés dans le goulag, avec évidemment aucune chance de revenir vers la capitale. D'une part, ils sont accusés d'avoir été témoins d'un naufrage, mais témoins aussi d'un échec, tout simplement. Quant à Schmitt, on ne comprend pas très bien, il s'en sort. Certes, il subit un procès, mais il réussit à rester vivant. Il mourra de sa belle mort en 1956, quelques jours après le 20e congrès. Donc là, énigme de l'histoire, comment est-ce qu'un étranger, il est d'origine allemande, a pu se maintenir? On ne le sait pas. Je vais peut-être pas trop m'arrêter sur les années de l'après-guerre. La sédentarisation des populations nomades continue. On crée des HLM pour les loger, avec évidemment les catastrophes qu'on puisse imaginer sur le plan humain, sur le plan aussi des mentalités, avec certes quand même malgré tout l'autre extrême qui est l'amélioration des soins, l'amélioration de la couverture des hôpitaux par exemple, ou de la présentation, de la présence des médecins. Un élément important aussi est la situation des femmes. D'une part, les Yakoutes ou Tchoutchks sont amenés, enfin les femmes, sont amenées à participer à ces plans quinquennaux et à travailler, alors qu'elles ne travaillaient pas par définition. Elles s'occupaient de la salaison du poisson, par exemple, et évidemment de leur famille. Donc elles sont obligées de travailler pour ces plans quinquennaux. Cela signifie des journées de travail jusqu'à 14 heures pour des femmes qui n'avaient absolument pas l'habitude de se faire. Donc là, nous avons une catastrophe aussi humanitaire qui s'abat sur cette région. Autre élément gravissime qui touche les femmes, nous avons donc une forte population russe, voire ukrainienne, ou en tout cas européenne, qui s'installe dans ces régions. Souvent, ils laissent leur famille à la maison,
et il y a soit des couples éphémères, voire des mariages tout à fait artificiels qui se forment. Les hommes retournent au pays, laissant des femmes éduquant seules leurs enfants en Yakoutie ou à la Tchoukotka, avec évidemment les préjugés qu'on laisse imaginer de la part des indigènes, ces femmes étant considérées comme des femmes, disons-le, légères. Résultat, il y a toujours plus d'ouvriers qui viennent donc de l'Ouest, avec une chute rapide des populations autochtones. Pour ne parler que des Yakoutes, elles chutent de 50% en 1955 à 35% en 1989. Donc une disparition de ces populations, notamment aussi justement par la privation de leur environnement naturel, par aussi des activités qui étaient traditionnelles. On calcule donc qu'il y avait à peu près 25 millions de personnes d'origine occidentale, enfin slave occidentale, slaves qui se sont installées dans ces régions-là, créant donc les déséquilibres que je viens de décrire. Alors, je vais dire un tout petit mot pour terminer, car nous avons effectivement quelque chose d'intéressant, c'est la présence donc des champs pétrolifères lourdement exploités au détriment, bien sûr, de l'environnement, mais nous avons quelque chose qui me semble particulièrement intéressant, surtout actuellement, c'est le rôle des oligarques dans ces régions-là. En effet, ils s'étaient enrichis grâce au pétrole et au gaz local. Pensons à Lukoil, Sibneft, Gazprom, bien sûr. Et nous avons un cas tout à fait exceptionnel, et je voudrais conclure avec cela. C'est le cas de Roman Abramovich, l'oligarque milliardaire, qui était le principal actionnaire de Sibneft avec 80% et de Rusal à 50%, c'est l'aluminium russe. Il fait fortune par la vente de ses parts à l'État russe en partie et à Gazprom de l'autre. Étant toujours actionnaire à 40% de la Highland Gold Mining Limited, il revient en Sibérie et se fait élire d'abord gouverneur de la Tchoukotka de 2000 à 2008, puis président du Parlement de la Tchoukotka de 2008 à 2013. On imagine donc qu'il n'est pas du tout originaire de cette région-là, il est originaire de moitié de Moldavie et d'Ukraine, donc il est totalement étranger à cette région-là, mais il arrive à s'imposer comme homme politique, entre autres aussi parce qu'il fait couler des centaines de millions de dollars de sa propre poche. Certains disent que ça va jusqu'à 400 millions de dollars pour moderniser les infrastructures de cette région, donc la Choukotka, en particulier pour le système médical. Il crée des crèches aussi, souvent aussi pour ces enfants dont je viens de parler, qui sont élevés par des mères seules ou célibataires, et il donne lieu à une amélioration spectaculaire de la démographie. Donc on a là un oligarque qui réussit, et surtout qui sait à temps se retirer de politique, c'est-à-dire dès 2013, il se retire complètement de politique, il quitte d'ailleurs la Russie, mais garde des rapports courtois avec le locataire du Kremlin. Toujours est-il que ça a été un modèle, et ce sont des régions qui maintenant, depuis une dizaine d'années, sont plus laissées à l'abandon par le Kremlin, mais Moscou essaie très sérieusement maintenant d'améliorer la vie de la population et aussi à essayer de combattre les suites absolument néfastes d'un non-respect absolu de l'environnement qui a été pratiqué par les soviétiques. Je vous remercie de votre attention.